Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au BLD. Donc je m'appelle Asha Semput et je suis journaliste. Ravie de vous accueillir ici au siège de Berger-le-Vro à Toulouse. Donc à l'ordre du jour, quelle est la place du numérique pour relever les défis sociétaux et économiques de demain? D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions qui seront traitées pendant la clôture à la fin de la journée. Donc vous pouvez le faire via la plateforme, bien évidemment. Et nous ouvrons tout de suite cette première séquence d'ouverture avec les 4 dirigeants du groupe Berger-le-Vro. J'ai avec moi ce matin donc Pierre-Marie Lehuchet, le président du groupe Berger-le-Vro, Tugdual Leboire qui dirige la stratégie produit du groupe. Bonjour. Antoine Rouillard, directeur général délégué BL France, et enfin Bonjour. Moustapha Deras qui est le directeur de recherche et d'innovation. Messieurs, bienvenue à tous. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la distanciation sociale, les masques, donc nous avons pris toutes les mesures et les précautions nécessaires pour la sécurité de tous. Donc avant de vous donner la parole, Pierre-Marie Lehuchet, donc peut-être quelques mots de présentation de Berger-le-Vro pour rappeler un petit peu qui vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment. Donc bien que le groupe soit l'une des rares ETI françaises et un acteur majeur du numérique, vos prises de parole ne sont pas nombreuses, en tout cas inhabituelles, et ce BLD sous ce format est une première, mais aussi une belle occasion d'en apprendre davantage sur l'entreprise. Donc si l'on devait résumer, on pourrait dire que Berger-le-Vro est engagé dans la transformation numérique au service du bien commun. L'entreprise propose des logiciels et solutions sécurisées à ses clients, collectivités, acteurs de la santé et de l'enseignement. Et durant cette dernière décennie, l'entreprise a fait considérablement évoluer ses métiers et s'est orientée vers un développement à l'international, qui était une surprise pour moi parce que je ne le savais pas moi-même personnellement. Donc avec des implantations dans plusieurs pays, l'Europe, l'Espagne, mais aussi aux États-Unis, mais pas seulement. L'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Donc l'objectif, devenir un acteur mondial de l'édition de logiciels au service de l'intérêt commun. Donc pour résumer très rapidement, 1700 collaborateurs sur 5 continents, 168 millions de chiffre d'affaires en 2019, 51 000 clients qui touchent plusieurs millions d'usagers et d'utilisateurs du groupe. Donc le groupe compte bien évidemment doubler ses chiffres dans les 5 prochaines années. Donc les questions qu'on a envie de vous poser, messieurs, sont nombreuses et nous allons tenter d'y répondre durant cette plénière et d'ouverture et tout au long de la journée. Donc, quelle responsabilité l'entreprise Berger-le-Vro endosse-t-elle vis-à-vis de ses clients? Quelle est son approche stratégique pour répondre aux attentes de ses clients, en particulier les collectivités locales qui sont derrière cet écran, qui sont nombreux à nous écouter, à nous regarder aujourd'hui? Et comment accompagne-t-elle l'accélération de la mutation numérique des acteurs publics? Et enfin, quelles sont les grandes orientations de la recherche, puisque pas moins de 600 personnes au sein du groupe, je l'ai appris, sont dédiées à des activités de R&D. Donc je propose de commencer tout de suite, Pierre-Marie Lehuchet, donc vous êtes le président du groupe Berger-le-Vro, je l'ai dit à l'instant. Donc quelle est la vision du numérique? Quelle doit être la place du numérique pour relever ces défis sociétaux et économiques de demain? Alors d'abord, merci Acha de cette gentillesse et de nous accueillir. Et merci à tous ceux qui nous regardent. Il est évident qu'une prise de parole dans cette période particulière de crise n'est pas quelque chose de simple. Nous avons bien conscience tous ici de l'aspect dramatique de cette situation pour les personnes, pour nos familles, pour les familles de nos partenaires, de nos clients. Voilà, donc c'est dans cette circonstance qu'on prend la parole. C'est sûr que le numérique permet de faire plein de choses. D'ailleurs, si nous pouvons organiser cet événement, c'est bien parce que nous avons les outils numériques à notre disposition. C'est une grande chance que nous avons de pouvoir nous adresser à notre communauté de la façon dont on va le faire aujourd'hui. Et je crois que ça illustre bien ce que le numérique peut apporter à notre société. Ça permet malgré tout de rapprocher les gens. Moi, je vois dans la place du numérique 2 aspects. Cet aspect-là, donc évidemment, c'est l'aspect positif des choses. C'est un numérique qui permet d'améliorer l'exécution d'un certain nombre de tâches et de missions.
pour tout le monde, pour ceux qui offrent des biens et des services, des produits et des services, pour ceux qui mettent en commun un certain nombre de choses qu'ils doivent mettre en commun, pour ceux qui ont à partager l'information, pour ceux qui ont à faire fonctionner des outils compliqués. Nous savons que nous mettons à la disposition de nos clients des outils qui sont quelquefois complexes à mobiliser. Le numérique simplificateur de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Cette place-là, elle va croître, elle va se développer au fur et à mesure que nos sociétés vont s'accoutumer à l'emploi le plus systématique qu'on peut imaginer, le plus systématique possible de cette technologie. Bon, il y a l'autre côté du numérique, il faut nécessairement qu'on y pense, hein, bien évidemment. Et vous savez que en plus d'être président de Berger Le Vros, je suis aussi animateur d'une structure, Tech in France, qui réunit des éditeurs français de logiciels. Nous avons de nombreux échanges avec le gouvernement, nous avons de nombreux échanges avec nos partenaires internationaux, notamment les acteurs du numérique outre-Atlantique ou au-delà. Il y a ce problème fondamental que nous avons du numérique qui peut aussi être destructeur de valeur. L'actualité de cette crise sanitaire met en évidence le problème du commerce de proximité qui est rudement concurrencé par d'autres initiatives de type plateforme. Comment régler ça Et aujourd'hui, la responsabilité justement d'un groupe comme Berger Le Vros Mais absolument. est encore plus importante et absolument. Une responsabilité plus accrue, si je puis dire. Mais absolument, vous avez parfaitement raison. Même si ce n'est pas directement notre métier, c'est quand même notre culture, c'est quand même le domaine dans lequel on baigne, il faut qu'on y veille. Nous savons aussi que dans cette partie-là, il y a la problématique des données personnelles. Respecter l'environnement de ces données, c'est quelque chose de complexe. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, donc un numérique très présent au cœur de la société, mais présent pour des côtés positifs, mais aussi parce qu'il y a des enjeux sociétaux importants. Et puis, il y a la dimension internationale de Berger Le Vros que j'ai découvert. Donc, ça aussi, c'est important dans cette stratégie ? Alors, il y a là aussi plusieurs raisons qui justifient en fait cette portée internationale. Pourquoi Berger Le Vros irait sortir des frontières alors que nous avons encore tant de choses à faire en France ? En France. C'est une bonne question. Le problème est de deux natures. Il y a d'abord le fait que quand une entreprise atteint ce niveau de chiffre d'affaires, pour qu'elle puisse continuer de se développer, il faut qu'elle élargisse son terrain de jeu. Donc on commence par imaginer l'élargir en allant prospecter d'autres pays dans lesquels nos talents peuvent être valorisés. Donc ça, c'est un fait de marché, c'est un fait naturel. Il y a un autre aspect qui est peut-être plus subtil, et ça rejoint la première question que vous me posiez. Le numérique, le web, c'est quelque chose qui traverse les frontières. On n'a pas besoin de réglementation, au contraire même. On a peut-être besoin de réglementation pour éviter qu'ils le fassent trop librement. Les technologies, elles ne sont plus les technologies d'un seul pays, d'une seule région, évidemment. Elles sont les technologies qu'on partage à travers une communauté qui est naturellement internationale. Nous devons nous confronter à cette communauté internationale et il est important que Berger Le Vros puisse se mesurer à d'autres communautés que celles que nous rencontrons en France. Je pense en particulier aux États-Unis, mais il y a d'autres communautés auxquelles on peut penser et au sein desquelles nous allons avoir des débats pour être toujours au fait des solutions les plus modernes, les plus innovantes. Alors, il n'y a rien de mieux pour pouvoir participer à ce débat que d'être implanté dans ces pays. Il n'y a rien de mieux que d'y combattre nos compétiteurs et d'y nouer des relations de partenariat, notamment, Moustapha en parlera, je crois, tout à l'heure, avec le secteur académique. D'accord. Et une stratégie claire, protéger les missions d'intérêt général. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour le groupe. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas nous qui l'avons écrit, cette histoire. Berger Le Vros, c'est pas tout à fait une start-up, quoi. C'est une entreprise qui a 5 siècles d'existence. Le métier qu'elle fait aujourd'hui,
nos prédécesseurs, nos ancêtres, le faisaient sur d'autres technologies. C'était du papier, et puis l'information était transportée de manière différente, mais elle était quand même transportée. Il fallait qu'on la partage avec le plus grand nombre. Cet intérêt général, qui est inscrit dans les gènes de Berger-Levrault, il est inscrit, ça nous dépasse, il est inscrit depuis bien plus longtemps que nous. Donc aujourd'hui, il est très présent dans nos esprits. On est plus que jamais, dans ces moments de crise, concernés par cette question. Merci Pierre-Marie Lehuchet pour le cadre et le ton que vous donnez à cette journée. Je propose maintenant de donner la parole à Tugdual Leboire, donc qui dirige la stratégie produit du groupe Berger-Levrault. Donc Tugdual Leboire, voilà, bienvenue. Donc comment est-ce que vos activités s'inscrivent-elles dans cette transformation? Comme le disait à l'instant Pierre-Marie, comment est-ce que vous prenez en compte le contexte? D'accord. Bonjour Achat déjà. Merci beaucoup et je suis très heureux de pouvoir participer au BLD et de l'occasion qui est donnée aujourd'hui de pouvoir interagir avec nos clients par le biais du numérique comme on le fait à l'heure actuelle. Donc c'était important d'être présent aujourd'hui malgré le contexte et de garder ce lien avec vos clients. Avec nos clients. C'est une occasion unique et je suis content de pouvoir consacrer ce temps à parler un peu plus de la stratégie et du portefeuille produit de Berger-Levrault. Alors le contexte, oui, le contexte, il est difficile pour nos clients. On en est tout à fait conscient. On est dans un contexte de plan de relance. Le plan de relance, c'était un plan de relance important, 100 milliards, qui vise effectivement à sortir l'économie française de la pandémie, à regagner de la compétitivité. Et bien sûr, nos clients, les collectivités locales, sont au cœur du plan de relance. Berger-Levrault, à travers ses produits, à travers le portefeuille produit, est déjà en position pour offrir des solutions pour le plan de relance. Quand on parle de transition numérique, quand on parle de retour à l'emploi, quand on parle de transformation énergétique, par exemple, dans tous ces secteurs-là, Berger-Levrault a déjà des solutions. Alors, vous l'avez dit, plan de relance du gouvernement, donc c'est un point dont nous allons parler un peu plus longuement. Peut-être pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, ce serait intéressant de donner quelques exemples un peu plus concrets de comment vos activités, comment vous vous inscrivez dans ce plan. Alors, sur ce plan, par exemple, j'ai cité la transition énergétique. C'est aussi un secteur dans lequel Berger-Levrault a des solutions. Nous avons particulièrement, par exemple, des études en cours, et je pense que Moustapha pourra aussi les étayer, et probablement les détailler ensuite, qui concernent, par exemple, la rénovation, l'efficacité énergétique des bâtiments qui rentrent dans le cadre de la rénovation énergétique du plan de relance, par exemple, à travers des solutions de capteurs, d'IoT, et qui sont des solutions particulièrement innovantes. Tugdual, donc dans ce contexte, vous dirigez la stratégie produit du groupe, donc ce serait intéressant de comprendre un peu votre approche produit. Quels sont vos principaux axes de développement? Alors, nos axes de développement, effectivement, Berger-Levrault, historiquement, est un éditeur de logiciels. Donc, on fournit des solutions à nos clients qui sont pour améliorer l'efficacité d'interaction, de flux entre les collectivités et puis que ça soit, par exemple un citoyen, que ça soit un agent public par exemple. Les stratégies de développement de Berger-Levrault dans ce cadre-là, c'est de prendre un peu de recul et de déployer ce qu'on appelle une approche plateforme. Alors, l'approche plateforme, ça vient du fait que, en fait, quand on réalise et qu'on cherche l'efficacité globale et l'intérêt général à travers une efficacité globale, il y a des enjeux, il y a des politiques publiques, par exemple, des objectifs qui sont fixés par des politiques publiques qui ne peuvent s'atteindre uniquement par une interaction très ponctuelle avec une solution logicielle. Il faut prendre du recul, penser écosystème, penser beaucoup plus large. Et en fait, l'efficacité collective, on l'acquérera en augmentant, en améliorant la cohérence, la communication entre ces différentes solutions logicielles. Donc une plateforme collaborative, je résume, si j'ai bien compris, plateforme collaborative où vous mettez tout l'écosystème finalement et se réunit pour travailler ensemble. Tout à fait. Alors je peux prendre un exemple peut-être pour illustrer mon propos. Je parlais dans le plan de relance du retour à l'emploi.
Le retour à l'emploi, par exemple, je peux parler du retour à l'emploi des allocataires du RSA. C'est une problématique du département, le RSA. Pour autant, le département, avec les allocataires du RSA, n'est pas directement acteur de ce parcours de retour à l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Qu'est-ce qu'on propose pour remédier à ça ? Et en fait, l'écosystème, de considérer l'écosystème de l'allocataire RSA, l'écosystème, il est beaucoup plus large. Un allocataire RSA, il doit être en contact avec les job boards, avec Pôle emploi, avec le département. Et en fait, quand il va bâtir son retour à l'emploi, il va avoir à interagir avec ces différents acteurs. Globalement, on gagne en efficacité si, à travers une plateforme collaborative, comme vous l'avez cité ici, devient le moyen pour le locataire d'avoir une vision à 360 de son écosystème et puis de pouvoir avoir toutes les informations en temps réel, donc dialoguer avec et de dialoguer de façon beaucoup plus efficace. Donc, si je comprends bien, donc cette co-conception de produits, donc cette plateforme collaborative, donc tout ça, ça implique des investissements importants, j'imagine. C'est conséquent. Ah, c'est conséquent. Je voudrais aussi rajouter on disait avec Pierre-Marie que justement Berger-Levrault n'est pas vraiment une start-up. Mais inversement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les plateformes, telles qu'on les conçoit, telles qu'on les opère chez Berger-Levrault, elles ne sont pas l'apanage des GAFAM aussi. Et donc, les investissements qu'on a en interne et qu'on fait en interne à travers nos expertises technologiques, à travers nos expertises en termes de recherche, d'expertise métier, elles existent déjà à l'heure actuelle. La solution dont je parlais, par exemple, pour le retour à l'emploi, ce n'est pas hypothétique, c'est très concret. C'est un produit, ça s'appelle NeoJob, et il y a déjà 40 départements qui en sont équipés. Et j'imagine que voilà, vous disposez d'autres outils, d'autres plateformes communautaires dans ce sillage-là. Ah oui, alors cette approche plateforme que l'on décline, on la décline dans différents secteurs. Hein. Je peux citer par exemple quand on prend différents écosystèmes, puisque j'ai parlé d'écosystèmes, l'écosystème par exemple d'une cantine. Un directeur de cantine qui a un objectif, par exemple, de réduire le gaspillage. Il faut qu'il y ait un écosystème beaucoup plus complexe avec des parents, des enfants, la cuisine, ça peut être le département. Et justement, une plateforme collaborative peut permettre de réduire le gaspillage. Et c'est aussi un projet qu'on a en cours et qui est très concret. Alors, je me rappelle, on discutait avant cette émission et on en discutait, vous m'avez parlé justement du rachat de Neolink, qui est aussi une entreprise avec qui il y avait cette stratégie justement d'économie collaborative. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors parce qu'on parlait de développement, c'est vrai que Berger-Levrault a un développement à travers endogène, ce qu'on dit endogène, à travers ses équipes, mais on l'a fait par le passé. On procède aussi, on enrichit notre portefeuille, nos compétences par acquisition externe, on va continuer à le faire. On l'a fait pour Neolink, qui a rejoint le groupe il y a un peu plus d'1 an maintenant, justement, nous offre à travers les équipes qui ont rejoint le groupe la possibilité concrète d'avoir cette approche plateforme au quotidien sur l'ensemble de nos clients. Donc, vous l'avez mentionné, donc, dans les secteurs médico-social, les maisons de retraite et tous ces... Alors, je crois qu'on a une table ronde cet après-midi dédiée aux plateformes et on aura justement l'occasion, je pense, de passer sur un panel beaucoup plus varié de toute l'application de l'approche plateforme pour Berger-Levrault. Parfait. Donc, si l'on devait résumer donc, le message que vous adressez aujourd'hui à vos clients collectivités qui sont nombreux et qui nous regardent, quel serait-il ? Eh bien, c'est que Berger-Levrault, en fait, est vraiment, je pense, se positionne vraiment comme un générateur de valeur au service de l'intérêt général. Bah, écoutez, je pense que c'est un message clair. Merci Tugdual Leboire. Donc, je me tourne maintenant vers notre troisième intervenant aujourd'hui de cette plénière, Antoine Rouillard. Donc, je rappelle, donc, vous êtes le directeur général délégué de BL France. Donc, concernant la France, donc, quelles analyses, quel retour d'expérience pourriez-vous nous éclairer? Donc, cette période de crise sanitaire que nous traversons, est-ce qu'elle met en lumière certaines pratiques ?
Ah oui, parce que donc on s'est bonjour, merci à Achat, et puis pour compléter ce que disaient Tuc Duhal et Pierre-Marie, en complément, c'est vrai que cette transformation numérique nous a amené à nous préparer en tant qu'entreprise. D'ailleurs, vous avez pu le voir aujourd'hui, en arrivant sur le site, on était moins d'une dizaine de chez Berger-Levrault, puisque sur nos 500 collaborateurs de la Beige à Toulouse, là, sont travaillent de chez eux, et on les remercie. Ça a été le cas en mars, où on est passé en 24 heures, on a basculé l'intégralité des 1800 collaborateurs en télétravail, et c'est encore le cas aujourd'hui depuis le deuxième confinement. Donc je crois que c'est notre capacité à nous adapter et en même temps à garder cette proximité vis-à-vis de nos clients, puisque aujourd'hui l'assistance continue, les prestations continuent chez chacun de nos clients comme on le peut et dans les conditions sanitaires, quand les conditions sanitaires nous le permettent. Voilà, donc je crois que c'est un point important sur l'ensemble du groupe, que ce soit en France d'ailleurs, au Canada, en Espagne et dans les autres pays qu'on adresse aujourd'hui. La transformation numérique, ça a été un premier axe très important vis-à-vis de nos clients. Avant d'arriver à la plateforme, à travers la dématérialisation, l'axe autour de la dématérialisation. Comme vous le savez, l'État a beaucoup travaillé pour dématérialiser l'ensemble de ses services vis-à-vis d'un des opérateurs dans la structure des missions régaliennes portées par les collectivités locales qui ont un rôle très important pour les élections, pour l'état civil, dans tout un tas de domaines dont ils ont la responsabilité. On a constaté ce travail-là depuis 10 ans et on a eu un très gros travail avec nos équipes pour adapter les logiciels, pour permettre effectivement que les flux de données, que ce soit pour les actes d'état civil et les deux autres actes pour qu'ils puissent remonter, pour que ce soit pour les mandats, pour le paiement des fournisseurs, que ce soit pour l'ensemble des achats publics, maintenant sur les données sociales avec la DSN, la déclaration sociale nominative, avec le prélèvement à la source. Tous ces éléments ont été des éléments qui ont permis effectivement de dématérialiser l'ensemble des flux entre d'un côté les collectivités et d'autre part les différents services de l'État, et ça a été et ça reste d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue de notre organisation quelque chose de très très fort. Par contre, il y a une deuxième étape, c'est que la collectivité, ça reste le guichet unique pour les citoyens. De contact pour tout un tas de... Donc ça ne remplace pas le guichet physique qu'on connaît et qui est historique. Voilà, et puis les collectivités, elles ont plein de métiers. Elles organisent et elles font les cantines pour les écoles primaires. Voilà, donc il y a là tout un tas de missions complémentaires au travers des associations, du sport, de la culture, qui sont fondamentales dans la vie des citoyens. Et donc, dans cette approche-là, on a pu constater qu'il pouvait y avoir des besoins de plus en plus forts, puisque le citoyen, il est aussi consommateur de tout un tas de services, dont la collectivité est prestataire et fournisseur. Donc, elle a un enjeu très très fort. Donc, on a beaucoup développé de solutions autour du portail famille, du portail citoyen, la gestion des cantines, de la crèche, des facilités d'intermédiation pour que le citoyen fasse plus facilement ses actes, voilà, donc autour de BL Citoyen et Libraire, qui sont deux marques qu'on porte aujourd'hui avec des solutions de téléservices très développées. Et on voit effectivement que c'est un enjeu majeur, où là, c'est la responsabilité des collectivités maintenant de dire qu'est-ce qu'on va offrir comme type de service à nos citoyens. On a géré le back-office avec l'État, maintenant on doit s'assurer d'une meilleure couverture du besoin de nos citoyens par rapport à tout l'ensemble de ces métiers. Et puis, ils doivent s'organiser aussi, ces collectivités, parce que tous les flux sont dématérialisés. Voilà, le travail des agents. Voilà, donc tout le flux est dématérialisé d'un côté avec l'État, donc on ne travaille plus tout à fait de la même manière, même pour les fournisseurs, pour les factures, tout est dématérialisé. Et puis on dématérialise aussi, on dématérialise la relation avec les clients, et on a effectivement pu constater que en cas de forte rupture avec l'incident du confinement,
eh bien, heureusement que certains avaient mis en place un certain nombre de solutions pour eux-mêmes, de télétravail, de travail à distance, de plateformes pour pouvoir interagir avec la gestion à domicile des sociétés, des associations qui travaillent à domicile dans les collectivités, les relations avec les EHPAD, enfin tout cet écosystème. Et c'est là où on voit bien l'enjeu des plateformes que soulignait Tugdual. Voilà, donc il y a eu un très très fort enjeu sur ces sujets et quelque part, un peu comme dans d'autres secteurs qu'on nommera pas mais qui sont importants, on s'aperçoit que la perception physique ou la relation physique du guichet physique va probablement diminuer dans le temps. Donc on va tout dématérialiser, même nous avec nos clients, on va dématérialiser beaucoup de choses. Par contre, il faudra quand même être là et gérer quand même la fracture. Bien sûr, faut les du numérique qu'on peut encore constater sur les territoires. Et donc on a un enjeu autour de l'inclusion et qui ramène effectivement Auberge-le-Bois à sa mission un petit peu de bien commun qu'on a depuis très longtemps. Donc la mission justement d'accompagner non seulement les clients à répondre aux besoins des citoyens, mais aussi aider les agents à maîtriser le numérique, et ça passe par des formations, des choses comme ça. Alors ça passe, il y a deux axes, les formations bien entendu, il y a un gros enjeu donc, autour des agents numériques qui devront travailler différemment, mais ça passe aussi par les outils. Par exemple, la gestion électronique des documents, avec notre offre BLGED, elle est centrale. Elle est centrale pour nous. BLGED, c'est la gestion électronique des documents. C'est ça. J'ai appris. Voilà. Et donc, avec gestion d'électronique des documents, ça va être d'avoir une application très métier qui permet de toute la traçabilité de l'ensemble des flux. Et là, on voit bien que les moteurs d'intelligence artificielle, l'ensemble des outils qui vont permettre la reconnaissance d'un certain nombre d'informations et l'interaction des informations métiers vont être cruciales pour que l'agent travaille différemment. Donc on voit bien qu'on doit travailler sur l'écosystème de l'agent, son outil de travail. Donc c'est un gros enjeu en tant qu'éditeur de bien construire les briques et les consolider. Et puis ensuite, de former les agents pour ce travail. Alors, nous, on s'est équipés pour pouvoir travailler à distance de plus en plus avec nos clients. Nos clients, il faut qu'on les aide à se former sur cette dimension-là. D'ailleurs, un atelier pour expliquer exactement. Un peu plus. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un atelier sur BLGED, qui est une offre qu'on a sortie en fin d'année, là, donc sur lequel on pense que ça fait partie des éléments constitutifs des solutions ou des briques qui doivent contribuer au changement du bureau, finalement, du travail d'un agent d'une collectivité. Antoine, pour terminer, donc, quelle serait l'étape d'après ? Alors, peut-être juste avant l'étape d'après, parce que l'étape d'après, il faut qu'il y ait un certain nombre de briques en constitution. Pendant le premier confinement, on a aidé les collectivités à travailler en télétravail. Donc on a mis en place une solution rapidement pour eux, de façon sécurisée, pour qu'ils puissent travailler à distance avec nos applications. Donc c'est une première initiative qu'on renouvelle, bien sûr entendu, dans cette deuxième période de confinement. Et on voit qui est un des éléments, une première brique d'une transformation. On a le cabinet numérique, qui est aussi un outil qui permet aux élus de pouvoir plus facilement interagir pour les signatures électroniques des documents qu'ils doivent faire, pour les PV des conseils d'administration ou des conseils d'administration. Non, des conseils municipaux, excusez-moi, un dérapage de ma part, ou des commissions. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait effectivement la solution BLGED, et puis il y en a tout un tas d'autres sur la gestion à domicile, de proximité. Toutes ces solutions qu'on a mis en place progressivement, bien, effectivement, on doit un peu les structurer pour avoir une offre un petit peu plus, entre guillemets, je veux dire, avec un message un peu anglo-saxon, mais packagé. Et autour du cloud pour avoir une solution clé en main pour nos clients demain. On va en parler un peu plus avec Moustapha d'ailleurs, je pense. Pierre-Marie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Juste pour animer la discussion et la suite de notre discussion, Antoine souligne bien un des points importants en termes d'enjeux autour du numérique. Il dit on va tout dématérialiser, il a raison.
il y a une chose qu'on ne va jamais dématérialiser, c'est la relation de proximité entre les collectivités, les agents des collectivités et les citoyens. Cette relation de proximité, elle est absolument essentielle. Donc les outils numériques qu'on va développer doivent s'inscrire en ayant cette préoccupation-là en tête. Il faut laisser la place à la relation directe entre les citoyens et les agents et les élus. Et il faut bien évidemment que le numérique soit au service de cette relation. Qu'il nous permette de laisser de côté tout ce qui est rébarbatif dans les tâches. Oui. Dans les tâches, certaines sont des tâches administratives, d'autres des tâches d'information, de partage d'informations, pour justement donner plus de sens à cette notion de proximité. C'est pas si simple à faire, hein, c'est pas si simple à penser, mais dans notre façon à nous de concevoir nos outils, on intègre cette dimension et c'est un sujet de débat avec nos clients parce que je crois que c'est un débat essentiel. Merci Pierre-Marie et merci Antoine Rouillard donc, pour cet éclairage sur le numérique, la dématérialisation et ses conséquences concrètes sur à la fois l'action des collectivités, leur rôle, mais aussi la prise en compte de l'usager final qui est aussi le consommateur et le citoyen. Et pour terminer ce tour de table d'ouverture du BLD 2020 avec vous, donc aujourd'hui nous avons Moustapha Derras également. Donc Moustapha, donc, vous êtes le directeur recherche et innovation du groupe Berger-Levrault. Bienvenue sur ce plateau. Donc alors aujourd'hui, j'aimerais le souligner qu'il y a aussi, je l'avais dit dans l'introduction, donc 600 personnes impliquées en recherche et développement au niveau mondial chez Berger-Levrault, dont 300 en France et je rappelle 1700 collaborateurs comme on l'avait souligné au début. Donc vous occupez, si je puis dire, de la partie la plus innovante, la plus pointue, donc une sorte de laboratoire. Moustapha, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai envie juste de faire le lien avec tout ce qui s'est dit avant moi, parce qu'il y a 3 grands volets dans ce qui vient d'être exposé. On parle de plateforme, on parle de cloud, on parle de relations, alors à la fois dématérialisées, mais de proximité. Ça peut paraître perturbant et paradoxal. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité de maîtriser les technologies. Donc, il faut les emmener, il faut les traduire, il faut les emmener auprès de nos clients. Il y a la partie innovante, parce qu'on se doit de penser, de réfléchir à comment, par exemple, le challenge que vient de soulever Pierre-Marie, comment on le matérialise, comment on l'amène dans la réalité. Et il y a l'amont de tout ça, qui est la recherche. La recherche qui pose, elle, le cadre de vision, le cadre qui nous permet de regarder au-delà de l'horizon. Donc cette partie de Berger-Levrault se concentre effectivement sur ce qui est à la pointe, ce qui est là-bas devant. Moi, j'ai envie de dire que la mission qui nous est confiée dans ce domaine-là, c'est d'éclairer. On est là pour éclairer les concepts, on est là pour éclairer les usages, on est là pour éclairer ce qui n'existe pas encore. Voilà, donc le cloud, en l'occurrence, de mémoire, Pierre-Marie, et là je me tourne vers lui parce que voilà, on a aussi une mémoire on a été un des tout premiers à acheter une entreprise qui s'appelait de mémoire Ecolsoft, qui était un des tout premiers acteurs full player du SaaS à l'époque. Et donc, même à l'époque, on challengeait c'est quoi ce concept du cloud. Étonnamment, en 2006-2007, hein, Pierre-Marie, de mémoire, cloud, ça voulait rien dire. C'était un concept de la recherche. Donc, c'est à ça que ça sert. C'est challenger tout ça pour savoir véritablement qu'est-ce qu'on en prend et qu'est-ce qu'on emmène avec nous. Voilà. C'est ce que fait cette entité. Et donc, pour revenir à ce que vous faites, donc du coup, vous parlez de cloud, mais il n'y a pas que le cloud, il y a d'autres grandes tendances, l'intelligence artificielle, l'IoT, etc. Donc, Alors justement, le mot tendance est assez tendancieux, j'ai presque envie de dire, parce que avant que ça devienne une tendance, il s'est passé beaucoup de choses en amont. Vous venez d'en citer 2, hein, c'est l'IA et les IoT. Les IoT, ce sont les objets connectés, hein, c'est le monde des objets connectés. Si on redécompose ce que je viens de dire, avant que ça arrive à cet échange que nous avons tous les deux là et tous ici, c'était d'abord des concepts et comment est-ce qu'on pouvait les matérialiser. Les objets connectés, c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup de savoir-faire, je le dis aussi brutalement, mais c'est de la science, parce que derrière, on rentre dans ce qu'on appelle le monde de l'informatique distribuée. Dans les smart cities, c'est en fait ce qui a été posé au tout début pour nous faire imaginer un monde où la ville serait connectée, où la ville serait numérisée. Elle passe par l'IoT et elle passe par ces grands concepts véritablement mathématiques de gestion de cette informatique nouvelle,
dématérialisé et distribué à des milliards d'exemplaires. Donc on est bien là dans une illustration de ce que fait la recherche. Vous parliez de l'IA. L'IA, Berger-Levrault connaît ça depuis 8 ou 10 ans, où on a commencé, nous, il y a très longtemps, à essayer d'utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pardon, au profit de métiers. Alors, le premier, c'était véritablement la détection des tombes dans des vues aériennes de cimetières. Voilà, c'est ça la recherche chez Berger-Levrault. Eh bien, figurez-vous que c'est un sujet extrêmement complexe, dont on n'a pas encore aujourd'hui trouvé la solution, parce qu'on est dans le vrai monde, la réalité de nos clients. Et c'est ça ce dont ils ont besoin, c'est des réponses concrètes avec des domaines de la recherche. Des applications concrètes, quoi. Ah oui, très très concrètes. Détecter des tombes dans une image de vue aérienne, on n'y arrive toujours pas d'ailleurs, parce que c'est extrêmement compliqué, et ça répond à un besoin réglementaire. Hein. C'est aussi ça qui crée et qui anime la recherche chez Berger-Levrault, c'est qu'on est véritablement au contact des besoins de nos clients, on travaille avec eux. Vraiment, on œuvre avec eux, on a des partenariats avec un très grand nombre de nos clients, on co-crée, on co-innove, on co-invente et on co-écrit l'avenir en fait. Et la dimension du cloud, demain, encore plus important ? Bah, ça revient à ce que nous expliquait Tugdual, c'est-à-dire que cette vision plateformisée, pareil, c'est un concept un peu vague, un peu flou, bah, le cloud a permis d'exprimer cette chose qu'on essaie de matérialiser. L'IA, au départ, sans le cloud, n'aurait pas pu naître. C'est-à-dire qu'elle a été, le cloud a été le terreau dans lequel l'IA s'est nourrie et a commencé à s'exprimer. Mais là où on s'éloigne, nous, des GAFAM, c'est que ça ne sera pas cette expression-là qu'on aura de l'IA. Parce qu'elle est hyper théorique. Et quand on la teste véritablement sur les sujets de nos clients, ben on se rend compte, et on peut le dire, moi je le dis parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on est là-dedans, ça ne marche pas. Ce qui fait que nous, on est obligé d'aller réexprimer l'intelligence artificielle, mais dans la réalité opérationnelle de nos clients, qui est, j'aurais envie de dire, à 180 degrés par rapport à celle que les GAFA expriment. C'est cette traduction que cette entité essaie d'amener du concret réellement embarqué dans nos produits au plus près de nos clients. Alors, Moustapha, j'aimerais vous poser des questions sur vraiment les exemples, enfin, finalement, assez concrets de ce que vous faites en R&D ici, peut-être sur quelques projets, des exemples concrets. Mais avant cela, peut-être une question sur la souveraineté des données. Hein. Donc, on parle, c'est un sujet important, c'est quelque chose, on entend pas mal. Je pense que Tugdual aurait peut-être quelques éléments à nous apporter sur ce sujet très important. Oui, alors merci Acha, effectivement, de souligner ce point-là. Je pense que c'est important pour nos clients, c'est important pour nous. C'est une dimension qu'on prend très en amont dans la conception de notre produit, très en amont pour être sûr qu'on garantit justement déjà tous les aspects de sécurité. Quand on parle des aspects de souveraineté, c'est cela que vous abordez. Je tiens à rappeler que Berger-Levrault a ses propres data centers, hébergés donc, en France, et que nos solutions sont hébergées donc, sur les data centers en France. D'ailleurs, notre data center de Villeneuve est ce qu'on appelle HDS, certifié pour des hébergements de données de santé. C'est ce qui nous permet justement d'offrir ces garanties directes à nos clients de souveraineté que vous signez à l'heure actuelle. Quand on regarde aussi le futur, Moustapha est dans le futur, les produits aussi, bien sûr, on regarde le futur. Il y a des choses qui se passent, ce sont des sujets très complexes, ce sont des sujets qui bougent, il y a de l'actualité. En particulier, je tiens à souligner, nous, les liens et les projets que l'on suit particulièrement, comme Gaia-X. C'est un projet qui est porté par la France, l'Allemagne en particulier, mais qui a une vocation, qui a une portée européenne pour garantir une infrastructure souveraine européenne pour les données. Il est clair que Berger-Levrault, on est en contact avec tous ces acteurs de Gaia-X pour pouvoir garantir que dès que ça sera dit plus concret, dès que ça sera quelque chose d'opérationnel, on proposera bien sûr à nos clients des solutions dans le cadre Gaia-X. Donc Moustapha, je vais revenir vers vous. Donc des exemples, des cas d'usage, des choses que vous êtes en train de réaliser en ce moment ou en cours. Oui, juste un rebond par rapport à ce que vient de dire Tugdual, parce que ça permet d'illustrer complètement ce que je vous disais juste avant. On parle de souveraineté, on parle aussi chez nous de confiance. Alors c'est la réalité d'aujourd'hui, mais il s'avère que chez Berger-Levrault, ça a d'abord été un programme de recherche. Parce qu'on a oublié de mentionner le conseil scientifique, quand même, qui œuvre dans le cadre de la Fondation Berger-Levrault.
Mais du coup, c'est un sujet qu'on adresse, nous, depuis 6 ans. Alors, c'est très drôle de voir qu'aujourd'hui, on est dans le concret, dans le présent, effectivement. Moi, je regarde le futur, mais il y a 6 ans, ce que je regardais, c'était déjà le futur. C'était la confiance et la souveraineté. Et il s'avère que ça nous a aidés à diriger aussi l'entreprise pour éviter certaines erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on avait les réponses. Ça veut dire qu'on avait potentiellement ce qu'il ne fallait pas faire. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Et c'est ça la science, hein. Ça nous éclaire petit à petit sur ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, on ne s'est pas engagé, nous, dans des visions ultra mondialisées de la donnée. On a tout de suite senti qu'il fallait rester quand même proche de nos pays, parce que c'est vrai dans tous nos pays, cette souveraineté. Donc voilà, c'est un bel exemple. Je trouve que ça illustre bien ce que fait la recherche en regardant loin devant, mais ça finit par devenir le quotidien. Alors les exemples, je ne vais pas en donner beaucoup, mais parce qu'on en a beaucoup. Alors, c'est quand même 112 prototypes en cours, par exemple, la recherche. Chez nous, elle s'exprime toujours par des prototypes. Voilà, c'est des prototypes qui mélangent des clients, qui mélangent des réalités recherche, qui mélangent aussi des envies produits, des besoins produits, qui s'expriment par exemple pour l'année prochaine. C'est 112 tests, c'est 53 prototypes en cours de validation, c'est-à-dire que l'année prochaine, on va avoir des produits qui vont sortir. Dans le domaine de l'IA, par exemple, c'est tous nos produits de back-office. On voit très bien que, par exemple, dans le domaine de la RH, l'exemple que j'ai en tête là dernièrement, c'est traiter les plans de formation, qui est un vrai casse-tête en fait. On ne s'adresse évidemment pas au sujet, je dirais, évident, que nos logiciels savent déjà traiter. Donc le casse-tête des plans de formation et des choix de formation pour les agents de la territoriale, c'est très complexe. Voilà, une IA qui est en cours de développement. Rapprocher les écritures comptables par rapport au phénomène de dématérialisation, justement, puisque maintenant on est complètement dématérialisé, c'est pareil, c'est fastidieux, c'est complexe, c'est long. Pierre-Marie disait la relation de proximité, c'est peut-être en déchargeant les agents de ces tâches totalement ingrates et vraiment rébarbatives, répétitives, continuelles, pour aller les emmener au contact justement des citoyens et des enjeux de demain. Alors ça, c'est 2 exemples, mais on en a comme ça beaucoup dans les domaines administratifs. La facturation, on en parlait encore ce matin. Dans le domaine parce que c'est un métier que j'aime bien rappeler, on utilise beaucoup d'outils de planification chez Berger-Levrault. Les métiers couverts par les produits de BL sont très nombreux, très très nombreux. La tournée des infirmières est un très bel exemple. La gestion de tournée des intervenants à domicile. Des soignants en général. Voilà, des intervenants, même ça va plus loin, parce que vous avez des gens qui viennent aussi s'occuper des personnes âgées, qui viennent leur apporter à manger, qui viennent nettoyer aussi. Donc les intervenants à domicile, dont les soignants, c'est des tournées à organiser. L'entretien des espaces verts, je regarde dehors parce que on voit l'extérieur de Toulouse ici, il faut aussi organiser des tournées pour entretenir tous ces espaces verts qui sont complexes finalement à gérer. Donc les outils de planification chez Berger-Levrault, il y en a beaucoup. Alors les algorithmes d'hier, les manières de résoudre ce problème-là, on en a plein, on a plein de solutions qui marcheraient très bien. Mais l'avenir, c'est peut-être aussi d'intégrer de l'IA. Et là, en l'occurrence, on utilise ce qu'on appelle des algorithmes bio-inspirés. Et l'année prochaine, je peux l'annoncer puisqu'on a commencé l'intégration, aussi bien dans les produits de maintenance que dans l'accompagnement des intervenants à domicile, nous aurons le premier algorithme bio-inspiré qui va sortir dans nos produits en test dès l'année prochaine. C'est pareil, là on est dans de la vraie IA. On est dans de l'IA, mais qui est très concrète. Oui. Je gère les interventions, l'optimisation, parce qu'on n'est pas là en train de regarder les dépenses, on est en train de regarder la fatigue des gens, compétence des gens. Donc c'est le bien concret de la C'est du recherche lien avec ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Je renvoie au bien commun dont on parlait, je renvoie à cet ADN de Berger-Levrault qui est omniprésent dans nos investissements, véritablement au plus profond de nos produits. Antoine mentionnait la GED, la gestion électronique de documents. Cette dématérialisation, elle a généré des quantités de documents électroniques astronomiques. C'est sa conséquence. Donc on les centralise, on a une plateforme, mais aller analyser ces documents, les indexer, les retrouver, les comprendre, parce qu'il y a toutes les technologies du langage naturel, c'est devenu très compliqué. Une IA est intégrée aujourd'hui, pareil, elle sera livrée très probablement dès l'année prochaine, pour aller aider à la recherche d'informations dans ces documents. Voilà, c'est des exemples très concrets, on en a beaucoup d'autres, mais voilà. Je veux rajouter ça, et c'est important, c'est qu'on a nos propres infrastructures d'hébergement, donc on est plutôt dans un cloud privé, puisqu'on a notre data center en France, avec notre matériel. Donc l'ensemble des clients Berger-Levrault aujourd'hui en France sont pilotés
par Berger-Levrault. Et donc, c'est un des éléments constitutifs de la construction du cloud et de la souveraineté qui se rapproche aussi avec toute la problématique de Gaia-X. Merci Antoine pour cette précision. Peut-être, Moustapha, juste un petit point sur... je ne sais pas si c'est prématuré d'en parler, l'accord avec l'INRIA. Ah ben non, au contraire, c'est un très bon... ça me permet aussi de rappeler que tout ce dont je parle, il est possible par l'intermède de nos clients, par l'investissement que fait Berger-Levrault, mais il est aussi possible parce que on a aujourd'hui, j'ai regardé ce matin justement, parce que je me disais, mais tiens, on en est où on a 32 partenaires académiques, des universités, des laboratoires, voilà, dans toute la France et maintenant en dehors de la France aussi. Donc cette réalité, elle est au cœur des milieux de la recherche, de l'académique véritablement. Et effectivement, un des points marquants de cette année qui se concrétisera l'année prochaine, c'est un très fort rapprochement entre Berger-Levrault et l'INRIA, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on travaille avec alors l'INRIA, c'est un grand nombre de laboratoires distribués sur le territoire. On travaille avec certains d'entre eux. Et là, on sent qu'on a franchi un cap et où on va contractualiser un format beaucoup plus large, global, pour aller adresser encore plus de nos sujets, parce qu'il s'avère que pour le milieu académique, on représente un terrain extrêmement propice à aller faire de la recherche complexe, mais très tangible, très tangible. Et ça, contrairement à peut-être une idée reçue aussi, hein. Alors je dis ça parce que Pierre-Marie est accessoirement membre du conseil d'administration de la NRT, les académiques sont en recherche de ça. Ils ont besoin ce ne sont pas des grands penseurs dans l'éther, ils aiment aussi le tangible et réaliser leurs recherches. Donc voilà, l'année prochaine sera importante. Merci Moustapha, merci messieurs, le temps passe vite, hein. Nous sommes presque à la fin de cette cette session d'ouverture, donc c'est sur ces mots que nous allons clore cette séquence.